Deux nouvelles villes de l'Est de l'Ukraine conquises ce jeudi par les troupes russes. Les forces ukrainiennes reçoivent l'ordre de se retirer de Sévrodonetsk. Réunis à Bruxelles, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne accordent à l'Ukraine le statut de candidat à l'adhésion. Après une défaite électorale cinglante, le président du parti conservateur britannique démissionne. Boris Johnson, lui, se dit déterminé à continuer son travail à la tête du gouvernement. L'Afghanistan a désespérément besoin d'une aide humanitaire alors que l'ONU estime que le bilan du séisme qui a fait plus d'1 millier de morts pourrait encore s'alourdir. Les forces ukrainiennes ont reçu l'ordre de se retirer de Sévrodonetsk alors que les troupes russes multiplient les offensives dans l'est de l'Ukraine. Elles ont conquis ce jeudi les villes de Loskovitka et Rayolek-Sandrivka et continuent à progresser. Les combats s'intensifient, rapporte le gouverneur régional de la région de Donetsk, qui assure qu'aucune ville n'est plus sûre aujourd'hui pour la population. Le ravitaillement des villages peut être interrompu à tout moment. Les volontaires continuent à évacuer les habitants, mais certains refusent de partir. L'armée russe continue par ailleurs de bombarder la région de Mykolaïv au sud. De son côté, Kiev dit enregistrer chaque jour entre 200 et 300 crimes de guerre commis par les forces russes sur le territoire ukrainien. Les enquêteurs de la police nationale ont engagé plus de 19 000 procédures pénales depuis le début de l'agression militaire sur des faits de crimes commis sur le territoire de l'Ukraine par des militaires des forces armées de la Fédération de Russie et leurs complices et d'autres infractions pénales relevant de la loi martiale. Enfin, selon les renseignements américains, la marine russe aurait reçu l'ordre de poser des mines dans les ports d'Odessa et d'Otchakivka. Objectif, renforcer le blocage des exportations de céréales ukrainiennes. C'est fait. L'Union européenne accorde à l'Ukraine le statut de candidat à l'adhésion. Réunis à Bruxelles, les 27 chefs d'État et de gouvernement évoquent un moment historique. Ils envoient aussi un message fort de soutien à Kiev, 4 mois après le début de l'invasion lancée par la Russie. Le message qui est envoyé aujourd'hui très clairement, et nous l'avons vu à l'instant avec le président Zelensky, est un message très fort, cohérent avec ce que notre Europe, depuis le premier jour du conflit, a su faire. C'est-à-dire réagir de manière rapide, historique et unie. Par les sanctions, 2 jours après, à 6 reprises, par le soutien macroéconomique, militaire, financier à l'Ukraine, et maintenant par ce geste politique. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a immédiatement réagi à cette annonce. C'est notre victoire. Nous l'attendions depuis 120 jours et pendant 30 ans. Nous allons battre l'ennemi et nous reposer. Ou probablement, nous allons d'abord reconstruire l'Ukraine et ensuite nous reposer. Lors du sommet, les responsables européens ont aussi décidé d'accorder à la Moldavie le statut de candidat à l'adhésion. Les 27 tendent la main à cet ancien pays de l'Union soviétique, frontalier de l'Ukraine et menacé de déstabilisation par la guerre. Depuis le début du conflit en Ukraine, l'Union presse le pas dans sa procédure de décision. Désormais, les 2 candidats vont devoir mettre en œuvre des réformes avant de pouvoir entamer les négociations d'adhésion. Bien sûr, les pays doivent faire leur devoir avant d'avancer vers la prochaine étape du processus d'adhésion. Mais je suis convaincu qu'ils avanceront le plus rapidement possible et travailleront autant que possible pour réaliser les réformes nécessaires. La lutte contre la corruption et le renforcement de l'état de droit font partie des dossiers prioritaires. À l'issue de ce sommet, un pays reste toutefois hors de la trajectoire européenne. La Géorgie devra encore patienter avant de se rapprocher formellement de l'Union. Le président du parti conservateur britannique Oliver Dowden a donné sa démission ce vendredi au Premier ministre Boris Johnson. Décision prise au lendemain d'une défaite cuisante du parti conservateur lors d'élections législatives partielles. Le parti travailliste, principal parti d'opposition, a en effet récupéré la circonscription de Wakefield dans le nord de l'Angleterre. Les libéraux démocrates centristes l'ont eux emporté dans 2 circonscriptions du sud-ouest de l'Angleterre conservatrice depuis sa création en 1997. Depuis le Rwanda où il se trouve pour un sommet du Commonwealth, le Premier ministre britannique a reconnu des résultats difficiles et promis d'être plus attentif aux besoins de ses électeurs.
Nous avons eu des résultats électoraux difficiles et ils ont été, je pense, le reflet de beaucoup de choses. Mais nous devons reconnaître que les électeurs traversent une période difficile en ce moment et je pense qu'en tant que gouvernement, je dois écouter ce que les gens disent et en particulier les difficultés auxquelles ils sont confrontés en ce qui concerne le coût de la vie qui est, je pense, pour la plupart des gens, le problème numéro 1. Dans son intervention, Boris Johnson a par ailleurs balayé d'un revers de la main la possibilité de démissionner, répondant ainsi aux députés nouvellement élus qu'il avait exhorté à le faire. En Afghanistan, pour acheminer une aide humanitaire désespérément attendue, un hélicoptère militaire afghan a décollé de la province de Paktika. La voie aérienne est la seule possibilité pour rejoindre des villages éloignés du district de Gayan, le tremblement de terre ayant détruit de très nombreuses routes. La province de Paktika est la plus affectée, au moins 1 millier de personnes ont péri et 1500 ont été blessées, un bilan qui pourrait s'alourdir. Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent. On s'attend à ce qu'encore plus de communautés soient touchées et que le nombre de victimes augmente encore dans les jours à venir. L'Union européenne s'est dite prête à fournir une aide d'urgence, ce qu'a déjà commencé à faire l'Allemagne. Nous prévoyons d'augmenter encore les ressources financières pour l'Afghanistan et nous fournirons davantage d'aide au pays dans les prochains jours. Mais nous ne passerons pas par l'intermédiaire des talibans. Nous traiterons directement avec nos partenaires sur place, ainsi qu'avec l'UNICEF ou l'OMS qui sont en lien avec les populations. Même si d'autres crises sont médiatisées, nous n'oublions pas les Afghans et nous sommes conscients de notre responsabilité particulière. Selon l'ONU, la population afghane a besoin en priorité d'abris en raison des pluies et du froid inhabituels en cette saison, mais également d'une aide médicale, de nourriture et de produits de première nécessité, aussi d'une assistance en services d'eau, hygiène et assainissement. Dans l'archipel norvégien du Svalbard, également appelé Spitsberg, le village de Barentsburg témoigne de décennies de présence soviétique, puis russe. Durant la guerre froide, de nombreux citoyens soviétiques travaillaient dans l'extraction de houille et de charbon de l'archipel. Aujourd'hui, l'activité minière perdure et les traces de l'URSS y demeurent bien visibles. Est-ce que nous sommes en Russie? Non, je ne crois pas. Nous sommes bien en Norvège, dans le Spitsberg. Vous voyez derrière moi une installation soviétique, aujourd'hui russe, en Norvège. Des gens de nombreuses nationalités vivent ici. Des Ukrainiens, des Russes, des Ouzbeks, des Kazakhs vivent à Barentsburg. Dans l'archipel situé à seulement 1 millier de kilomètres du pôle Nord, la guerre en Ukraine a ici aussi fait irruption dans les esprits. Mais ces 3000 habitants y cultivent une tradition de cohabitation pacifique. 2 ou 3 semaines après le début de la guerre, le manager général de la compagnie minière, Arti Kougol, a annoncé lors d'une réunion que nous devions dorénavant éviter de parler entre nous de la guerre, qu'il fallait éviter les conflits. À quelques kilomètres de là, le chef-lieu de Longyearbyen, essentiellement peuplé de Norvégiens, rappelle que l'archipel est bien sous souveraineté d'Oslo, membre de l'OTAN. Les habitants se montrent inquiets des tensions entre occidentaux et russes. Nous sommes au courant des guerres qui se déroulent dans le monde. Et soudainement, cela arrive près de chez nous. Et nous savons que l'agresseur garde un œil attentif à ses intérêts dans l'Arctique. Il est donc naturel que les gens s'interrogent. Serons-nous affectés et comment le serons-nous? L'archipel, grand comme 2 fois la Belgique, est régi par un des plus anciens traités internationaux encore en vigueur. Une bizarrerie juridique bancale, interprétée très différemment par la Norvège, la Russie et l'Union européenne. Des puissances qui lorgnent sur les richesses halieutiques et minérales de cet archipel, porte d'entrée stratégique vers l'Arctique.